Mesdames, Messieurs, bienvenue. Avalanche de réactions depuis la convocation adressée au président du patronat du Bénin, Sébastien Adjavon, relativement à l'affaire dite de 18 kg de cocaïne pure, affaire dans laquelle l'homme avait bénéficié d'une relace au bénéfice du doute. Au nombre des réactions qui fusent de toutes parts, celles de deux hommes de droit auront particulièrement retenu l'attention. Nul ne peut être jugé une seconde fois pour une même infraction. C'est pratiquement indigné l'ancien bâtonnier et soutien du chef de l'État, Jacques Migan. À l'avocat, maître Katoa Tita, de renchérir ceux qui ont amené le dossier à la criette, fut-elle une juridiction d'exception, ont oublié la notion du droit acquis. Paradoxe pour paradoxe ou incongruité. En tout cas, sur la convocation adressée à l'opérateur économique, désormais acte politique, on peut lire noir sur blanc, convoqué pour affaire cocaïne. Sommes-nous alors en face d'une procédure illégale et donc arbitraire? Ils sont plus d'un, les Béninois, à conclure par l'affirmative. Convocation de Sébastien Adjavon devant la criette pour affaire de 18 kg de cocaïne. Un dossier politico-judiciaire. Mesdames, Messieurs, c'est bien là le thème au menu de votre émission 100% Bénin du jour. Après les arguments techniques des hommes de droit, les éléments d'appréciation avec un analyste et un acteur politique. Avec nous, sur ce plateau, Constantin Amoussou, écrivain, analyste politique. Il est le président du mouvement, le gouvernement des jeunes du Bénin, un mouvement aspirant à assumer de hautes fonctions républicaines. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Je suis honoré une fois encore d'être ici. L'homme en tournée stratégique a dû écouter son périple pour répondre à l'invitation. Une fois encore, merci pour la disponibilité. C'est moi, merci. En face de lui, Geraldo Gomez, secrétaire général adjoint de l'USL, l'Union sociale libérale. Il est chargé des questions stratégiques au sein de la formation politique, dont le président d'honneur n'est nul autre que Sébastien Adjavon. Geraldo Gomez, bonjour. Bonjour Joël Tanguy. Et merci de répondre à notre invitation. Merci pour l'invitation. Le plaisir est partagé, besoin d'informations, de savoir est là, le sujet s'impose de fait. S'il est un sujet qui emballe ces dernières heures la toile et alimente bien des conversations, c'est sans nul doute la convocation adressée au président du patronat, Sébastien Adjavon, dans l'affaire dite de 18 kg de cocaïne pure. Le 4 octobre prochain, l'homme est appelé à se présenter devant la criette, une juridiction d'exception et un choix qui visiblement passe mal pour les hommes de droit. À raison, le parti USL a commis un avocat pour expliquer la portée et la démarche de l'acte. C'est aussi à raison que nous recevons sur ce plateau l'une des porte-voix du parti, Geraldo Gomez. Alors, pourquoi cette nécessité de commettre un expert pour expliquer la démarche, la portée et tout ce qui en est suivi? L'USL, vous l'avez rappelé, dont le président d'honneur est le président Sébastien Adjavon, a éprouvé ce besoin, même une nécessité de demander à un expert, Maître Katoa Tita, de présenter à l'opinion publique ce qu'est une juridiction d'exception, parce que la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, est une nouvelle juridiction créée en mars dernier, en mars 2018. Donc peu de Béninois connaissent réellement dans quel contexte cette Cour a été créée, quelles sont ses prérogatives et quelles sont les conséquences ou les implications éventuelles sur le fonctionnement de notre droit au Bénin. Et il fallait un technicien pour le faire. C'est pour mieux présenter ces arguments que nous avons sollicité Maître Katoa Tita pour venir dire à l'opinion publique ce qu'est la cour, la criette, une vraie cour d'exception. Et qui dit une cour d'exception, ça fait partie de son exposé. Une cour d'exception n'a jamais été réellement approuvée ni acceptée en droit, que ce soit chez nous ou sur le plan international. Cela se fait en général dans des conditions totalitaires, dans des régimes d'exception, ou alors dans une situation politique ou militaire exceptionnelle qui nécessite qu'on crée une cour pour connaître de faits ponctuels, graves,
qui se sont produits dans un pays ou un autre. Donc ce n'est pas un outil de rêve pour un régime démocratique. Absolument non. C'est un peu la démonstration qui a été faite et peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure. Tout à fait, mesdames, messieurs, l'homme s'est prononcé de long à large. Nous n'allons pas consacrer cette émission à l'intégralité de ce qu'il a dit. Sur d'autres tribunes, vous l'avez subi, mais la substance de son intervention relativement à ce dossier, avec la complicité de la régie, nous allons le suivre et ensuite nous reviendrons sur ce plateau. La régie. Si les lois de compétence sont applicables aux procédures en cours au moment de leur promulgation, virgule, ce principe reçoit exception lorsqu'une décision sur le fond est intervenue, alors même que cette décision aurait été frappée d'appel et que les juges du second degré n'auraient pas définitivement statué avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Cassation, 3 mai 1994. Vous retrouvez cela au recueil des bulletins criminels, chambre criminelle de la France. Nous avons c'est quoi? Décision de relâche. Nous sommes d'accord qu'il a eu ça. On nous dit que le procureur général a fait un appel. Nous l'admettons, il a fait un appel, c'est cela. Cet appel n'est pas encore examiné. Quand ils ont créé la Criette, et ils amènent le dossier là-bas, à la Criette. On vient de vous dire, ceux qui nous ont formés, ceux qui nous ont enseignés, ceux de qui nous tenons la loi, nous ont dit non, non, ça ne se fait pas comme ça. Même si le premier jugement là qu'on a rendu, même s'il a eu appel de ça, et que l'appel là n'est pas encore jugé là, ah non, 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 c'est le même, l'ancien circuit qui continue. Votre nouvelle loi là ne peut pas s'appliquer à ça. Comment ils vont intégrer le jugement du premier de tribunal de flagrant délit qui les a relaxés, ils vont l'intégrer à la compétence de la Criette, sans créer des problèmes. Adjavon et ses amis qui sont concernés ont un droit acquis. Ceux qui ont amené le dossier à la Criette ont oublié la notion de droit acquis. Et la jurisprudence française abondante dit, toutes les fois qu'il a ce droit acquis, on ne peut pas les dépouiller de ce droit. Donc, sur le plan technique, moi, je ne sais pas pourquoi ils ont fait cela, mais au plan scientifique, voilà ce que je peux vous dire. Ce qui est fait me paraît extrêmement bizarre et bizarre. Au plan scientifique, l'homme de droit déclare ce qui est fait me paraît extrêmement bizarre. Et il a m'attelé une nouvelle fois bizarre. Oui. Je suis peiné de vous poser la question car quand l'homme de droit le dit bizarre, je ne sais pas le regard qui est le vôtre. Ça ne peut qu'être bizarre. Et ça l'est en réalité. Maître Kato Atita a rappelé bien l'origine de la question qui sera évoquée devant la Criette le 4 octobre prochain, parce que le président Adjavon a été convoqué bien pour cette affaire, déjà jugée en novembre, le 4 novembre 2016. Il s'agit d'une scrabeuse affaire de cocaïne, de 18 kilos de cocaïne, retrouvée dans un sachet qu'on trouve sur nos marchés ici au Bénin, mais qui subitement se serait retrouvée dans un conteneur en provenance de l'étranger, du Brésil en l'occurrence, et destiné à l'une des sociétés du président Sébastien Adjavon. On se souvient tous de ces vidéos qui ont tourné et qui ont montré dans quelles conditions le conteneur a été ouvert. Il a été gardé à vue pendant une semaine à la gendarmerie territoriale à Cotonou, ici au Bénin. Et le 4 novembre, avec ses collaborateurs, 3 autres de ses collaborateurs, ils ont été présentés à la justice béninoise qui les a tous relaxés. Tous les 4 ont été relaxés. Le président Adjavon et un autre collaborateur, donc 2 sur les 4, au bénéfice du doute. Le président Adjavon a estimé qu'au bénéfice du doute, ça ne l'avait pas entièrement son honneur. Et en février 2017, lui-même a porté plainte contre X pour que, puisque la justice béninoise a dit que les 4 prévenus qu'on lui a présentés ne sont pas coupables des faits qui leur sont reprochés, mais qu'en tout état de cause, on a bien trouvé un sachet de 18 kilos de ce qu'on a appelé cocaïne pure dans un conteneur, il fallait quand même chercher celui qui a, ou ceux qui ont posé cet acte. 2016, novembre 2016, février 2016, la procédure prévoit qu'après la décision en première instance relaxant tous les prévenus, chaque partie avait la possibilité de faire appel. 15 jours pour cette première instance,
Donc au 19 novembre au plus tard, chaque partie avait la possibilité de faire appel. Les parties, c'est les prévenus, c'est le procureur de la République, mais aussi les douanes qui s'étaient constituées partie civile. À l'expiration de cette échéance, aucune partie n'a fait appel. Et cela a été constaté par les avocats du président Adjavon qui se sont rendus au tribunal de première instance, au greffe du tribunal, à la fin du mois de novembre, c'est-à-dire bien au-delà du délai prévu, pour constater, par voie d'huissier, après compulsion du registre, qu'aucun appel n'a été formé ni par le procureur, ni par les prévenus, ni par la partie civile. Bien. La procédure veut aussi, a prévu en tout cas, qu'il puisse y avoir une deuxième forme d'appel. Un appel spécial formé par le procureur général, c'est-à-dire au niveau de la cour d'appel. Et en général, ce genre d'appel est fait par le procureur général pour corriger des erreurs de procédure. Ce n'est pas forcément pour revenir au fond. Et la procédure donne 60 jours au procureur général, soit du 4 novembre jusqu'au 4 janvier 2017. Du 4 novembre 2016 jusqu'au 4 janvier 2017. Là aussi, les avocats ont entendu le 11 janvier 2017, c'est-à-dire 7 jours après l'expiration du délai, pour aller constater, avec obtention d'attestation de non-appel là aussi, qu'aucun appel n'était intervenu auprès du greffier général à la cour d'appel. Puisque à ce niveau, la procédure précise que le procureur général doit faire appel auprès du greffier général à la cour d'appel. Celui-ci doit transmettre l'appel immédiatement au tribunal où la décision a été prise et l'information doit être immédiatement transmise au prévenu. Donc à la cour d'appel, au greffe de la cour d'appel, confirmation donnée, aucun appel n'a été fait. À ce jour où nous parlons, le 28 septembre 2018, aucun prévenu n'a jamais eu notification de quelque appel que ce soit, alors que la loi disait immédiatement si un appel avait été fait. Donc ni à la première instance, ni à l'appel, aucun appel n'a été fait contre la décision de justice du 4 novembre 2016. Donc cette affaire est réputée avoir été définitivement jugée. Mais nous avons appris, puisqu'on nous fait passer l'information, qu'un appel aurait été formé le 26 décembre 2016 auprès du tribunal de première instance. Où il est cet appel, nul ne le sait. Mais en droit, le fait d'avoir évoqué l'existence d'un appel pousse à faire enrôler cet appel au niveau de la cour d'appel. Puisque si vous avez fait appel, laissez la cour d'appel l'enrôler et statuer si l'appel est recevable ou non. Et la procédure en la matière est lapidaire, péremptoire. Il y a deux conditions pour juger de la recevabilité d'un appel. Est-ce qu'il a été fait dans les délais? Est-ce qu'il a été fait dans les formes, c'est-à-dire à l'endroit où il faut? Donc si vous estimez que le procureur général a fait un appel, enrôlez-le au niveau de la cour d'appel et que la cour d'appel nous dise s'il a été fait dans les délais. Et puisqu'il l'a fait au niveau de la première instance, qui n'est pas l'endroit où il devait faire appel, ni dans les délais où il devait le faire en première instance, puisque c'était jusqu'au 19 novembre, c'est le procureur de la République qui aurait pu le faire jusqu'au 19 novembre en première instance, il ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce que le procureur général de la cour d'appel donc va faire un appel au niveau de la première instance? Mais qu'à cela ne tienne, nous on n'est pas contre. Il faut simplement laisser la cour d'appel statuer et nous dire si cet appel est régulier ou pas. À ce jour, cet appel n'a toujours pas été enrôlé. Et c'est cela le vice qui est caché derrière cette affaire. En fait, on a l'impression que c'est mis sous le coude le temps de créer cette fameuse cour d'exception, la Criette, et lui refiler le bébé pour obtenir la condamnation que la justice a refusée en première instance parce qu'aucun appel en droit ne pouvait aboutir dans ces conditions. Et donc c'est pour cela que il fallait rappeler que cette cour a une dimension martiale. Cette cour a une dimension qui veut piétiner tous les droits. Parce que c'est une cour à un seul niveau. C'est une cour qui rend une décision définitive. Vous ne pouvez même pas faire appel.
Premier élément. Deuxième élément, puisqu'on dit qu'on a fait appel et que cette cour juge en premier et dernier ressort, comment peut-elle se hisser au niveau d'une cour d'appel qu'elle n'est pas pour juger une affaire déjà en cours selon la logique même du pouvoir, puisque le procureur de la République et le procureur général représentent le ministère public. Comment peut-on demander à une juridiction de premier niveau de rejuger une affaire déjà jugée et qui aurait été de façon bancale au second niveau? C'est-à-dire sur tous les plans, quand on prend ce sujet dans tous les sens, on se rend compte que nous sommes dans une contradiction incroyable. Bizarre, avait dit Maître Kato Atita, ça l'est vraiment, et ça dénote que nous sommes en train de bafouer tous les principes élémentaires de droit dans notre pays. Constantin Amoussou, du travail en cours pour laisser à la génération montante une république digne du nom. Et vous avez trop tôt pris vos bâtons de pèlerin pour vous apprêter à assurer la relève. Vous observez tout ceci avec beaucoup d'assurance ou un peu d'amertume, mais tout en vous disant c'est des erreurs inhérentes à toute gouvernance. Merci, Joël. Gerardo Gomez a fait un exposé si clair, si limpide, qu'après cela, on pourrait même lever l'émission et s'en arrêter là. Parce qu'à la fin, pour les autres développements que nous aurons à faire, ce serait peut-être tout au plus tenter de foncer une porte ouverte. Et au fond, pour revenir à la question que vous avez posée, oui, moi, au nom du gouvernement des jeunes du Bénin, au nom des jeunes de notre pays, ceux qui se reconnaissent dans notre association, ceux qui ne se reconnaissent pas, mais qui, de toute façon, vivent dans un pays pour lequel ils ont à espérer que la démocratie, du moins c'est le modèle que nous revendiquons à ce jour, continue d'exister, ont intérêt à espérer que dans un État qui est dit être de droit, que le droit soit la règle, qu'à aucun moment le citoyen n'ait à penser que, au gré de la volonté du chef de l'État ou des responsables d'institutions à un moment donné, l'on dévoie le fonctionnement des institutions pour servir les désirs, les désirata d'un homme, d'une catégorie d'hommes, d'un clan d'hommes. Regardez, moi j'ai envie de vivre dans un État où chaque citoyen se présente devant les juridictions en s'assurant que le droit sera dit, en sachant que le tribunal, c'est l'espace qui arbitre les querelles des citoyens entre eux, des citoyens avec les institutions. Et qu'en tout état de cause et en toute situation, l'on est à s'y rendre en ayant d'avance à l'esprit que l'on est condamné. Et lorsqu'on a parlé de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, quand on en a parlé comme d'une cour spéciale, on pouvait encore se permettre de penser que c'était une cour dont la spécialité se trouve dans la matière, les crimes, les infractions économiques et le terrorisme. Mais on est à découvrir que sa spécialité ne se trouve pas là. Ah bon? On a pensé que sa spécialité se trouve dans la latitude qu'elle pourrait se donner de s'octroyer des prérogatives extra-légales. Des prérogatives, oui, ce que vous dites là, est-ce que ça tient? Lorsqu'on a suivi, oui. Le numéro 1 de cette cour qui a expliqué déjà 20 dossiers du traité à ce niveau, et toutes causes confondues. Là, vous avez suivi. Cher ami, lorsque j'ai vu cette cour se créer, j'ai, en tant que citoyen, décidé de rester simplement à observer, voir son fonctionnement, voir son évolution. Mais j'ai pu constater avec vous et avec tous nos compatriotes qu'on lui a filé entre les mains les dossiers des anciens ministres du président Boni Yayi, dont l'autorisation de poursuite venait d'être votée à l'Assemblée nationale. J'ai entendu aux dernières nouvelles en lisant la presse ce matin qu'il se serait dit incompétent. Mais l'incompétence en la matière est si claire que la faculté à juger des anciens ministres de la République
pour les faits commis dans et à l'occasion de leur fonction est contenu dans la constitution de notre pays. Mais pourquoi, pour des choses aussi évidentes, a-t-on pu même encore avoir eu à l'idée d'aller les introduire auprès du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme? Et en ce moment, je me suis demandé si, en lieu et place du nom qu'on lui donnait officiellement, cette cour ne serait pas plutôt la cour de répression, d'intimidation, d'élimination et de terreur. C'est le sentiment, c'est tout le sentiment que l'on peut avoir, de remarquer que cette cour cible les opposants. Quand elle a voulu juger uniquement des ministres de l'ancien régime, alors que dans les faits que l'on a évoqués, y compris au Conseil des ministres de ce régime, sur les infractions qui ont été commises par tel ou tel, sur des faits qui ont été commis par des personnes qui sont à l'Assemblée nationale à ce jour, on en dénombre, dont certains sont imputables à des personnes qui ont déclaré après soutenir le chef de l'État. Pas des ministres dont certains sont même reconduits et se trouvent encore en fonction. Alors, au profit de ce régime. On revient au dossier à partir actuel, de ce moment, Constantin Moussou, oui, cette cour est spéciale. Vous avez suivi les démonstrations de Maître Kato Atita, pour autant, mais aussi de Gerardo Gomez en complément. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que la criette ne peut pas vraiment connaître de ce dossier pour le leader que vous êtes de ce mouvement qui aspire aussi à la gestion de la cité? Si l'on entend de la criette qu'est la cour de répression, d'intimidation, d'élimination et de terreur. Ce n'est pas ça, sa dénomination. En fait, c'est le sentiment que l'on peut avoir. Et si l'on attend d'elle qu'elle soit ainsi, oui, on ne s'étonnerait pas. Mais alors, on a juste à nous donner acte de ce que, délibérément, le Bénin a choisi de sortir de l'état de droit. Et nous allons acter état dans l'histoire de l'état au Bénin. Parce que dans l'histoire de l'état au Bénin, oui, il y a eu des moments où le Bénin est sorti relativement, de la démocratie. Mais aujourd'hui, on continue de revendiquer. Notre constitution n'a pas été abolie à ce jour. Elle reste de vigueur. Mais lorsque la constitution reste de vigueur et que tous les actes qui sont posés de façon délibérée vont à l'encontre de l'expression de l'état de droit, vont à l'encontre des dispositions de la loi, vont à l'encontre des décisions prises par les juges avec autorité de force, disons, de la chose jugée, c'est que nous devons prendre acte. Et on doit nous faire prendre acte de ce que... Ah non, il ne s'agit pas de dire qu'on a violé la Constitution. Il ne s'agit pas de noter que l'on a violé les décisions de justice. Il s'agit de considérer que l'on est sorti du système de décision de justice. L'on est sorti du système de la légalité de la démocratie. Nous sommes sortis du système de l'état de droit. Nous sommes rentrés dans un état de droit. Mais et si moi je suis encore arrivé ici, si je peux faire ce débat, c'est parce que j'ai à penser qu'on ne nous a pas encore dit, on ne nous a pas encore notifié que nous sommes sortis de l'état de droit, que nous sommes rentrés dans le cycle de l'état de non-droit. Si on nous faisait prendre acte de cela, nous comprendrions. Nous saurons alors que la bataille se mènera sur notre plan, que ne s'agit plus là en ce moment d'une bataille, disons, de droit, de loi, mais qu'il s'agit alors d'une bataille dans l'état de nature. Mais et pour reprendre la formule les données actuelles ne vous rassurent-elles pas? Quoi? Quelles données? Oui, et quand on prend le cas du dossier en espèces. Mais Gerardo, j'ai dit tantôt que Gerardo avait si clairement présenté la situation. Voilà des faits qui ont été reprochés à des prévenus, à des justiciables béninois, qui ont été jugés par le tribunal de première instance, lequel a vidé définitivement, totalement, sans recours, avec toutes les précautions de procédure prises par la partie, disons, les demandeurs, non les défendeurs, par la défense, avec toutes les garanties prises par la défense, toutes les preuves, toutes les précautions, et il détient ces éléments. Et aujourd'hui, on défait le même dossier entre les mains, et j'ai eu envie de dire entre les griffes d'une juridiction qui n'est même pas de second degré, qui a été même créée après que ces faits ont été commis et ont été jugés. Tribunal d'exception, tribunal spécial, procureur spécial. Mais enfin, à se demander si les procureurs dans notre pays aujourd'hui savent qu'être procureur, c'est être procureur de la République. S'ils sont toujours procureurs de la République ou s'ils sont alors
procureur du président de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous savons exactement quelle est leur mission et si nous est expliqué que leur mission n'est plus de dire le droit de façon transparente, de façon équitable pour tous les citoyens du Bénin, alors nous aurons à prendre à de cela et à considérer que lorsque nous sommes appelés, lorsque nous sommes interpellés, nous n'avons plus à penser que nous nous rendrons au tribunal pour avoir droit à la justice. Mais alors si cela ne nous est pas notifié, que nous découvrions que le tribunal, que l'appareil de justice est utilisé pour réprimer les opposants, pour réprimer les voix discordantes, pour réprimer les audacieux, pour réprimer ceux qui peuvent constituer l'alternance dans notre pays. Ces multiples interrogations, Constantin Amoussou, le procureur a jugé utile d'apporter un certain nombre d'éclaircissements. Vous l'avez sans doute suivi, Géraldo Gomez, vous aussi, il a expliqué ce qui relève de ses prérogatives et ce qui pourra être fait dans les prochains jours si ce qui a été fait jusqu'à présent n'a pas suffi pour que les Béninois comprennent quelle est sa mission. Après une sortie comme celle-là, est-ce que vos doutes demeurent, les interrogations aussi? Écoutez, c'était une sortie qui a paru nécessaire au procureur spécial de faire pour pouvoir clarifier certaines situations. Cela explique tout au moins que la situation était assez confuse dans le pays et que les convocations dont on a entendu parler pour des ministres, d'anciens ministres du président Yahi Boni, qui étaient convoqués, dont on a levé l'immunité, puis convoqués normalement, suivant tout au bout de la procédure, à la haute cour de justice, on a appris subitement qu'il serait plutôt attendu au niveau de la criette. Il a dit que la criette n'était pas compétente pour connaître d'actes commis dans ou à l'occasion d'exercice de leur fonction par ces anciens ministres, soit. Mais la question demeure. À quel niveau? Elle demeure sur le principe. Et nous ne préjugeons d'aucune décision passée. Vous avez parlé de 20 cas dont le procureur spécial a parlé, mais parlons aussi des cas à venir. Nous ne préjugeons d'aucune issue. Ce n'est pas les issues qui nous importent, c'est le principe. C'est le principe même de la création et des attributions de cette cour qui compte. C'est cela qu'on appelle l'état de droit. Les juges, après, sont laissés apprécier les faits qui leur sont proposés, les faits qui leur sont soumis. Et quand vous prenez la loi qui a à l'intérieur de laquelle, parce que la création de la criette n'est qu'un titre, à l'intérieur d'une loi votée en mars dernier pour réorganiser le système judiciaire, soi-disant. Donc une cour spéciale... Soi-disant. Soi-disant, parce qu'il suffira de prendre le test, de lire, et vous verrez ce qui a été réorganisé. Quasiment rien s'était fait pour créer cette cour, qui n'est qu'un titre à l'intérieur d'un corpus qui ne paye pas de mine. On pourra le lire, on pourra refaire cet argumentaire si nécessaire. Mais quand on lit les attributions et le mode de fonctionnement de cette criette, partout, il est dit que la criette suit le même principe ou respecte la procédure pénale habituelle. Ça veut dire qu'en fait, notre droit suffisait pour juger des causes, des cas qui auraient pu être présentés désormais à la criette. Si c'est la procédure pénale, pourquoi alors sortir cet élément, la mettre entre les mains de quelques personnes spéciales, parce que c'est une cour spéciale. Je suppose que ceux qui sont envoyés là-bas pour diriger cette cour spéciale, ceux-là sont assez spéciaux aux yeux de ceux qui l'ont créée pour pouvoir les gérer. C'est une logique qui s'impose. C'est tellement spécial, et je l'avais annoncé tout à l'heure, que cette cour ne s'intéresse pas à chercher ceux qui ont déposé le sachet de drogue dans le conteneur. La justice béninoise a dit les 4 personnes, les 4 citoyens que vous m'avez présentés ne sont pas coupables. Ça, la justice l'a dit, c'est définitif. Mais le sachet est dans le conteneur, tout le monde l'a vu dans des vidéos. Depuis octobre 2016, l'État béninois ne s'est pas empressé de chercher, mais qui a finalement fait ça, si ce ne sont pas les 4 que nous avons présentés à la justice. Il a fallu que les prévenus eux-mêmes, attendant jusqu'en février 2017, disent, comme l'État ne veut pas chercher, nous non plus nous ne savons pas qui, alors nous portons plainte contre X. À la justice de faire toutes ces investigations. Ça veut dire que nous nous remettons nous-mêmes dans le jeu.
la justice peut à nouveau enquêter sur nous pour savoir, et sur toute autre personne, pour savoir qui a posé ce Quelle a sachet. été la suite de cette démarche? Mais cette démarche, depuis février 2017, a connu des rebondissements impensables dans un état de droit. Premièrement, le président du tribunal d'instance de Cotonou ayant été saisi par la plainte désigne un juge d'instruction pour ouvrir l'enquête. Le juge a voulu ouvrir l'enquête et figurez-vous que c'est le procureur de la République qui lui a fait une opposition d'instruction, c'est-à-dire refus d'instruire. Procureur de la Le République. procureur de la République, donc le procureur au niveau de la première instance, lui dit refus d'instruire. La procédure autorise le juge d'instruction à prendre une ordonnance pour passer outre l'interdiction du procureur de la République pour pouvoir ouvrir ses enquêtes. Et à ce Et il a propos- pris cette ordonnance. Et quelle a été la suite? Bis repetita, là c'est le procureur général qui fait appel de l'ordonnance prise par le juge d'instruction pour travailler. Ils sont allés en appel. La cour d'appel a autorisé le juge à ouvrir ses enquêtes, à ouvrir l'enquête. Il y a eu un pouvoir en cassation. Toujours l'État béninois, puisque le procureur général et le procureur de la République sont désignés, sont nommés par le président de la République sur proposition du ministre de la Justice. Est-ce qu'un État qui veut lutter contre le trafic de stupéfiants, qui aurait découvert des stupéfiants dans le conteneur d'un opérateur économique, qui a pensé que c'est peut-être ceux-ci qui l'ont fait, les ont présentés à la justice et la justice a décidé c'est pas eux, cet État ne s'est pas empressé de diligenter lui-même, d'ouvrir une enquête lui-même, de demander que la justice ouvre une enquête pour trouver qui. Mais quand le citoyen fait la démarche, c'est l'État qui s'y oppose pour que l'enquête ne soit pas ouverte. Je pense que peut-être, je réfléchis tout haut, peut-être que l'État sait finalement qui est déjà coupable, j'en sais rien. Pourquoi empêcher que la justice découvre qui l'a fait? Jusqu'en cassation, et la cassation a autorisé. Je ne sais même pas si c'est la cassation ou la chambre administrative de la Cour suprême qui a autorisé à nouveau le juge d'instruction à ouvrir ses enquêtes. Et il a effectivement ouvert les enquêtes. Depuis le mois de février 2018, il a auditionné les 4 prévenus qui avaient été présentés à la justice en novembre 2016. Il a écouté aussi le célèbre capitaine Tilao, le commissaire du port également, et a inculpé ces 2 derniers. Et dès l'inculpation de ces 2 derniers, on a senti à nouveau le pouvoir reprendre la main dans cette procédure qui est grippée depuis février ou mars 2018. Et nous en sommes au point mort. On ne cherche pas à connaître. Et c'est pour cela que je dis, si cette criette, si la justice béninoise sont vraiment orientées vers la recherche de la vérité, ne serait-ce que dans cette affaire, elles auraient pu accompagner la démarche de citoyens qui, après avoir été lavés par la justice, offre une possibilité à l'État de découvrir qui a commis ce crime. Constantin Moussou, le caractère exceptionnel de la criette ne peut-elle pas conduire à la manifestation de la vérité? Ce que l'autre n'a pas pu faire, ça pourrait se faire, finalement. Je dirais 2 choses. D'abord, sur la criette, parce que c'est par là que vous commencez. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'abord principalement de savoir si la criette est compétente pour connaître de ce dossier. Et la réponse est non. Donc, incident clos. On devrait tourner la page. Définitivement non par rapport à ça. Mais ce qui m'interpellait plus quand tout à l'heure, M. Gomez vous parlait, c'est parce que j'ai observé dans la relation des faits, telle qu'il les a présentés, une chose qui est quasiment devenue coutumière dans le fonctionnement de notre justice. C'est-à-dire la possibilité, non du moins ça, l'habitude pour le procureur, pour les procureurs de la République, pour les hommes qui sont préposés à la manifestation de la justice, d'être eux-mêmes, de devenir eux-mêmes ceux qui bloquent, ceux qui empêchent la manifestation de la justice. Je vous donne un exemple.
Dans le cadre de la tournée que je suis en train de faire, et la semaine dernière, j'étais à Sé, dans la commune de Koyobe. À Sé, en particulier, j'ai demandé à aller rencontrer la famille de Pierre Urbain Dainvo. Vous vous rappelez, ce fonctionnaire de justice ce fonctionnaire du ministère de l'économie et des Finances qui a disparu mystérieusement. Il se trouve que 8 ans après, la vérité ne s'est pas manifestée et que c'est l'avocat de la famille Dainvo qui, entre-temps, était devenu ministre de la Justice. Qu'entendu que ministre de la Justice, en plus de ce qu'il savait du dossier, il avait éventuellement connaissance des dossiers de renseignement, ce qui pouvait offrir une lumière supplémentaire sur ce qu'on a travaillé. Rien ne s'est fait et il a fallu que l'opposition commence à chanter, à crier à la justice pour que on voit le ministère fait semblant d'avoir... Non, c'est pas ça qui est intéressant pour moi. Allez-y rapidement. Ce qui est le plus intéressant pour moi dans ce dossier, c'est justement que quand le dossier a été réouvert, c'est le procureur de la République qui a donné instruction pour que l'on bloque au prétexte que l'on doit faire des enquêtes complémentaires. Le dossier actuellement est bloqué. C'est bloqué parce que... Et ça a été bloqué un jour où M. Alofa, le prévenu, a dit que lui, il avait reçu un coup de fil et qu'il avait quelque chose à dire. Le procureur empêchait qu'il ait à dire ce qu'il avait à dire. Alors que se passe-t-il l'interrogation demeure dans ces agissements c'est-à-dire que de façon globale, aujourd'hui, ceux qui doivent être les acteurs de la manifestation de la vérité à la justice, c'est encore eux qui bloquent la vérité. Et quand ça se passe comme ça, où est-ce qu'on peut alors chercher? Que pourrait-il se cacher ou que cacherait-il peut-être ces agissements? D'autres pistes ont été scrutées lors de la sortie de l'expert en droit. Nous allons plutôt vous inviter, nous n'avons que quelques minutes, on va y aller très rapidement, à écouter l'autre porte-voix de l'USL. Ce sera avec la complicité de la régie, on y revient. Il étudie le dossier sous l'angle politique. Ce qui est réel, c'est que l'huissier qui a notifié la convocation au président Adjavon est clair là-dessus. C'est l'affaire des 18 kilos de cocaïne. Or, cette affaire est vidée. Pourquoi on y revient? Si on y revient, c'est parce qu'on a des intentions politiques. La lutte contre la corruption, l'OCOSA marche tous les jours. Et il y a des infractions économiques. Mais la CRIEC n'est pas saisie pour ça. Au ministère de l'Environnement ou de cadre de vie, des motos de 500 000 ont été facturés 5 millions. Et ça, c'est les structures légales de lutte contre la corruption qui ont révélé. Mais personne n'est à la CRIEC pour ça. Sur le dossier de l'Assemblée nationale, on a fait des audits, on a dit. Et pourtant, on reste calme. Mais sur des dossiers déjà vidés, parce qu'il y a des intérêts, il y a un intérêt à nuire à un homme, on dit qu'il faut se présenter devant la CRIEC. Le président Adjavon va se présenter en toute liberté, mais en toute honnêteté et en toute sérénité, parce que c'est un homme d'État, c'est un homme du peuple, c'est un homme de développement, c'est un acteur politique majeur aujourd'hui. Il se présentera. Et l'USL se présentera avec lui. Sur l'ensemble du territoire national, nous resterons mobilisés. Toute la jeunesse du parti, les femmes du parti et les acteurs politiques de tous bords, tous ceux qui sont sensibles à la défense de la démocratie dans notre pays se mettraient comme un seul homme. Parce qu'il s'agira de défendre les intérêts de notre démocratie, il s'agira de défendre notre démocratie, il s'agira de faire en sorte que le pays soit respecté et que nous puissions être mieux gouvernés. Aujourd'hui, tous ceux qui sont sensibles à la manifestation de la vérité, mais aussi à l'éclosion réelle de la démocratie, seront mobilisés. Constantin Amoussou, vous, leader d'un gouvernement de jeunes, la démarche politique dans ce cas d'espèce restait l'appropriée. C'est vrai, on a cherché juridiquement, on a du mal à se retrouver. La piste qu'on emprunte désormais, est-ce qu'elle paraît opportune? Oui, j'avais posé une question. Elle était de savoir si nous sommes encore dans l'état de droit. Tous les indices, tous les indicateurs portent à croire que nous avons changé de régime politique. Et lorsque l'on peut avoir le sentiment, très assurément, que cette cour, comme j'ai commencé à l'indiquer, pourrait être un coup de répression
d'intimidation, d'élimination et de terreur, on est obligé, en sus de la démarche judiciaire, de la recherche de la vérité par la justice, de maintenir le cap. De maintenir le cap en tant qu'acteur politique, parce que M. Sébastien Adjavon est un acteur politique et les amis sont là pour indiquer que ce procès est aussi un procès politique. Et pourquoi on dit politique pour Sébastien Adjavon? Ce qu'on a en vue, peut-être politiquement, c'est les législatives. Et pour certains, ça paraît encore bien lointain. Quand on avance ces arguments, il y en a qui disent que non, c'est pour jouer les tours au fait. Vous ne pensez pas? Lorsqu'on parle d'un acteur politique, on parle de personnes qui sont dans des structures politiques qui peuvent s'intéresser à toutes les élections. Et les élections les plus immédiates, celles législatives, sont déjà au moins une sorte de porte ouverte sur celles qui vont suivre. Et donc, il n'est pas exclu que les démarches actuelles visent ou viseraient à empêcher que déjà ces élections ne puissent tracer le chemin de ce qui se passerait en 2009. Et fini en disant que moi, personnellement, je considère que quand cet état de choses se produit, et c'est tout à fait normal, que les populations, que les jeunes, que les femmes de notre pays se mobilisent pour réclamer l'état de droit, pour réclamer que Giraldo le droit des citoyens soit vous aurez respecté. Votre mot d'alerte, oui, Giraldo Gomez, oui, politique. Le volet politique est évident. Et ce n'est pas anodin que dès octobre 2016, c'est-à-dire tout au début du quinquennat en cours, on ait cherché à le frapper, à l'éliminer de la scène politique. Parce que son immersion ou son intrusion, selon la position qu'on a sur la scène politique, en gêne plus d'un, et peut-être il constitue un cauchemar pour le pouvoir en place. On a essayé de l'éliminer. On n'a pas obtenu cela. En novembre 2016, la justice a résisté. Et c'est ça la deuxième option, la deuxième leçon, la deuxième mission pour nous politiques à l'USL. C'est de permettre aux hommes de droit de pouvoir dire le droit. Créer le cadre nécessaire pour eux pour dire le droit sereinement. Procureur de la République, procureur général, juges, avocats et autres sont tous aujourd'hui victimes d'une situation qui leur rend la vie et l'exercice de leurs fonctions très difficile. Il nous revient à nous, politiques, de faire en sorte qu'ils se retrouvent désormais dans une meilleure situation pour exercer leurs fonctions. Et c'est en cela que le président Sébastien Adjavon se présentera effectivement à la Criette le 4, puisqu'on l'y a invité, et que l'USL aussi ira. Personne ne se dérobera à la justice. Elle existe, cette cour, c'est devant elle qu'il faut aller dire ce qu'on pense. Parce que demain, on ne veut pas être ceux qui se sont dérobés à la justice pour professer demain qu'il faut respecter la justice. Elle existe aujourd'hui, cette loi. C'est une loi de la République. Nous la contestons dans le fond et nous prendrons les moyens légaux pour le faire. Ceux qui ont pensé pouvoir éliminer Sébastien Adjavon depuis 2016 et qui n'ont pas réussi doivent désormais savoir qu'il n'est plus seul. Il a depuis lors créé un parti politique. Il n'est plus seul. Arriver à éliminer politiquement Sébastien Adjavon, il en naîtra 10 000 autres. La situation est ainsi aujourd'hui. Le pouvoir doit retourner au peuple et nous devons restaurer l'état de droit au Bénin. C'est impératif. Retourner l'état de droit au Bénin, le pouvoir au peuple, les mots s'enchaînent dans ce sens ces temps-ci. Je m'en voudrais de ne pas invoquer un cas avant de mettre un thème à cette émission. Le parti est restauré, l'espoir. La posture a été la même consentie à Moussou quand on observe tous ces agissements et ces positionnements, ces prises de position vis-à-vis du régime. Est-ce qu'on fait toujours dans le maintien du socle politique, ou démocratique plutôt, ou on fait déjà dans la politique ahurie? Aujourd'hui, le Bénin entame un nouveau cycle. Et dans ce nouveau cycle, les Béninois, partout où je passe dans ma tournée, semblent avoir saisi la nécessité de se libérer de la peur. Cette libération de la peur est devenue nécessaire. Elle est devenue question de survie. Nous y sommes. Je pense que le jour où tout ce peuple-là parviendra à se libérer de la peur, le Bénin sera libéré. Merci à vous, Constantin Moussou. 30 secondes, Giraldo Gomez. Oui, c'est de dire que c'est dommage pour le Bénin, parce qu'envoyer des signaux ainsi à l'international que l'état de droit n'est pas respecté et que nous pouvons faire de la politique ahurie, comme vous l'avez prêté le mot, avec la justice, cela ne sécurise personne à venir investir au Bénin.
Cela ne met en sécurité personne, aucun citoyen dans le pays lui-même, et cela ne met même pas en sécurité les hommes de droit qui doivent dire le droit au nom du peuple. C'est cette triple mission-là que nous, politiques, nous avons désormais à restaurer. Merci à vous, Girardo Gomez, Constantin Amoussou. Ce fut un plaisir de savoir que pour la cause républicaine, parce qu'on aspire demain aussi à faire les choses en grand, on peut écouter une mission aussi grande. Merci pour la disponibilité. Merci une fois encore, Girardo Gomez. Chers téléspectateurs, ce fut un énorme plaisir de vous savoir toujours à notre compagnie. Cette citation, enfin, pour vous fausser compagnie, elle est de la dramaturgie critique littéraire française George Sand. Je la cite. « On ne brise pas la vie d'un siècle sans se briser avec. » Prenez garde dans les décisions pour ne pas avoir le retour de l'ascenseur. Bonne suite de méditation. À très bientôt.